point de départ du projet, c'est à l'occasion d'une cérémonie après le décès en juillet 2017 de Simone Veil. Et donc cette petite cérémonie en mairie, elle s'est déroulée devant la plaque commémorative des Juifs de Pertuis. Et sur cette plaque, il y a les deux enfants qui sont mentionnés, Edgar et Hélène, et c'est une plaque devant laquelle je passe presque quotidiennement, moi, dans l'exercice de mon travail. Et donc je me suis dit, tiens, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça a été de ressortir de mes tiroirs un ouvrage que j'avais depuis une vingtaine d'années, qui est donc L'Empereur d'Atlantis, de Mann. J'avais eu la partition entre les mains à cette époque-là, et mon idée, ça a été de célébrer la mémoire de ces enfants en montant cet ouvrage dans un camp de concentration, c'est-à-dire au camp d'Émile. Donc il s'agit d'un opéra qui a été composé en 1943 au camp de Térésine, à côté de Prague. C'était un camp de concentration dans lequel était interné Victor Ullmann, le compositeur. Victor Ullmann était un musicien internationalement connu quand il a été déporté à Térésine. Lui va faire partie de l'association culturelle de Térésine et dans ce cadre-là, il va être à l'origine de plusieurs concerts, de plusieurs musiques et notamment de l'opéra L'Empereur d'Atlantis. Cette œuvre-là était un peu particulière parce que c'était un opéra et qui sentait un peu le soufre. Du coup, les Allemands, quand ils se sont aperçus de quoi il s'agissait, parce que c'est en fait une parodie d'Hitler, ont refusé que l'Empereur d'Atlantis soit représenté. Victor Ullmann ainsi que la plupart des musiciens ont ensuite été déportés à Auschwitz, où ils sont morts assassinés, gazés et brûlés. Il avait eu le temps auparavant de confier le manuscrit à un collègue qui a survécu et ce collègue l'a oublié un peu dans ses affaires, ce qui fait que la partition a été redécouverte seulement 30 ans après. Elle a été rejouée depuis dans de nombreux théâtres, un peu en Europe et dans le monde. Et nous, ce qu'on a fait, c'est de faire une adaptation en français, parce qu'on s'adressait à un public essentiellement scolaire. Cette traduction a été d'ailleurs réalisée par une Allemande qui s'appelle Ingrid Brunstein, qui était une professeure à la retraite et que je connaissais bien. La traduction de l'allemand serait « Je suis celle qui délivre de la peste, mais point la peste ». Là, la nuance, elle est fine, mais elle dit autre chose. Donc l'idée, c'est pas de se positionner en producteur d'opéra, c'est pas ma fonction, c'est pas ma compétence, mais c'est plutôt faire de la médiation. Et donc faire de la médiation et associer un public le plus large possible à la conception, à la réalisation de cet opéra. Ça va comprendre à peu près 350 enfants, adultes. On est allé chercher les enfants de l'école Marcilly, on est allé chercher les adultes handicapés autour de Pertuis, à Ville-Laure, à la Tour d'Aigues et au Puy-Saint-Pré-Parade, mais aussi des lycéens d'Aix-en-Provence pour les décors, des lycéens de Marseille pour les costumes, des détenus de la prison de Luynes pour le montage des décors, et puis 3 classes orchestres de Pertuis de la région, et aussi une harmonie adulte de Pertuis. Allô, allô. Commençons. De quoi il s'agit dans l'Empereur? C'est l'histoire d'un personnage assez odieux, donc l'Empereur d'Atlantis. Atlantis, c'est un pays imaginaire et qui rêve d'une seule chose, c'est de tuer tout le monde. Donc il est bien mort. La mort doit apparaître dans tout moment. Il a parmi ses connaissances un personnage redoutable qui est la mort. La mort, c'est un peu un vieil officier qui est un peu fatigué. Ça fait des années qu'il traîne un peu dans le monde et il aimerait bien s'arrêter. Et moi, Il a comme compagnon un autre personnage fantastique qui est Arlequin,
qui lui est plus jeune, malgré tout il a que 600 ans, au cours d'une conversation, il décide d'arrêter un peu son travail et de tout geler. Du coup, il arrête le temps. Alors qu'est-ce qui se passe? Simplement, l'empereur qui est en train de faire la guerre s'aperçoit qu'il n'y a plus personne qui meurt. Il appelle tous ses subordonnés. Alors il y a un haut-parleur qui est un peu le personnage emblématique de la barbarie nazie, qui est un personnage de la bureaucratie, et il demande des renseignements, et plus personne ne meurt. La mort refuse de me servir. A-t-il cassé sa vieille faucille? Alors ça devient inquiétant parce que quand il faut condamner à mort quelqu'un, la personne ne peut pas mourir. Alors on est dans une impasse, ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'empereur interroge la mort et il décide de passer un pacte. La mort dit « Ok, je veux bien reprendre mon travail, mais à une seule condition, c'est que toi tu sois la première victime ». L'empereur réfléchit un moment, puis finalement il accepte et ça devient la première victime. Derrière cet empereur un peu fou, on reconnaît le personnage d'Hitler qui voulait lui aussi tuer tout le monde, notamment les Juifs. L'empereur d'Atlantis synthétise en fait tous les dictateurs du passé et du présent et peut-être de l'avenir aussi. Et donc du coup, c'est un roi qui se veut tyrannique, cruel, mais aussi un peu ridicule. Au personnage de la mort, il y a une facette qui est issue de la commedia dell'arte, qui est plutôt comique. Il y a une facette évidemment un peu maternelle, parce que dans son dernier air, il parle de la mort comme une délivrance et un nid douillet dans lequel évidemment les gens qui souffrent, surtout dans les camps, viennent se réfugier. La dernière facette, c'est la facette la plus méchante, parce que c'est quand même la mort. Donc ces trois facettes mélangées font un cocktail typique d'un personnage de comédia, donc qui peut pour un jeune public faire rire ou faire pleurer, ou faire peur. Allô, allô, garde impériale, capitaine de brigade. Moi, je suis la personnification de ce qu'ils entendaient dans le camp tout le temps, hein, c'est-à-dire les appels. Je suis une sorte, enfin, c'est pas une allégorie, mais je suis la personnification donc, de ce haut-parleur qui annonçait finalement que des ordres et en même temps qui était certainement source d'angoisse. Prendra arme dans cette sainte croisade. Le tambour, c'est le porte-parole de l'empereur. Dans cette mise en scène, c'est un personnage qui est complètement en admiration face à l'empereur. Allons boire maintenant, sans seulement du sang, qu'allons-nous embrasser. Le rôle d'Arlequin, c'est un personnage plein de vie. C'est comme l'acolyte de la mort, un personnage très métaphorique de la vie qui se vivait dans les camps à l'époque. Moi, je le vois comme un petit peu le narrateur de l'histoire, qui a un œil vraiment sur tout ce qui se passe dans l'histoire. Voilà. Mais il est plein de vie, curieusement, avec toute la mort qu'il peut l'entourer. Il arrive à garder une sorte d'espoir autour de lui. Voilà. Et le rôle du soldat, en fait, c'est tout simplement un soldat qui est normalement condamné à mourir, qui va vivre une idylle avec Bubikov, et qui du coup va mourir dès la reprise du travail et de la mort. Voilà. Je chante le rôle de Bubikov qui est en fait une jeune prisonnière qui va vivre une histoire d'amour avec un soldat. Dans la phase préparatoire, donc, je suis la pianiste répétitrice des chanteurs. Je remplace l'orchestre puisque l'orchestre arrive après. Donc ça, c'est la première phase. Et la seconde phase, qui sera dans quelques jours, là, par contre, je vais être fondue dans l'orchestre. Le rôle d'un directeur musical dans une opéra, c'est de diriger, de guider les instrumentistes, les chanteurs, pour que tout se concorde bien, que musicalement ça a une logique et une continuité. Mais dans ce cas-là spécial, c'est qu'en même temps, je suis sur scène en tant qu'acteur.
Donc du coup, ça donne un côté un peu spécial qui est intéressant d'être un rôle de plus à jouer. Voilà. On a commencé à faire un travail à la fois de mise en scène et un travail musical. Les deux sont avancés en même temps. L'idée, c'était que les choses soient déjà bien avancées avant de rentrer sur scène, dans le décor, etc. Bon, ce sont des chanteurs professionnels et tout avance normalement. Disons qu'ils ont l'habitude et là, on suit le planning normalement. Vous savez de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Oui? Les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant. C'est magnifique ça. Dans le cadre de ce projet, il y a une grande partie qui est réservée à l'enseignement dans les établissements et à la médiation. Donc j'ai assuré cette partie du projet. Alors ce dont je vais vous parler, c'est l'histoire d'enfants comme vous qui un jour ont été pris dans un engrenage. Et cette histoire, elle se place au moment de la Seconde Guerre mondiale. Les enfants vont être face à la barbarie des nazis. Dans ces ghettos, les enfants déjà ont eu un rôle et il y en a beaucoup qui étaient musiciens. Et donc j'en arrive au centre de mon propos. Si je vous parle de Térésine, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de musiciens qui ont été enfermés à Térésine et parce que comme vous allez jouer et participer à un opéra, c'est le lien qu'on fait entre le projet que vous allez réaliser et ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Un des points sensibles de ce projet, c'est les enfants face à la barbarie nazie. Et parmi ces enfants, en premier, arrive Hélène Mendel. Hélène Mendel qui était à l'école de Pertuis. Cette famille, Alfred, Edna et le petit Edgar, qui était né à Marseille en 1941, cette famille est assignée à résidence à Pertuis. Rapidement, soit dénonciation, soit recensement, soit autre chose, ils vont être raflés par la Gestapo. Et la petite Hélène est récupérée dans la cour de récréation de son école par sa mère, qui, accompagnée de la Gestapo, vient la chercher. On ne les reverra plus. Ça s'est passé, cette horreur-là, cette monstruosité. Hélène Mendel, elle a réellement existé. C'est pas un personnage de bande dessinée, c'est pas un personnage de film, c'est une vraie petite fille. Elle était dans cette école, dans ces murs. Et à 8 ans, on est venu l'arracher pour le simple fait qu'elle était juive. C'est une histoire de dingue quand même, hein, à raconter à nos enfants qui ne comprennent pas, qui pensent pas que ça a été possible. Et pourtant, ça l'a été. Et donc l'idée, vraiment, c'est d'interpeller plusieurs générations sur ce qui s'est passé et comment une telle énormité a pu se dérouler sous nos yeux. Je vous présente cette dame qui a été l'amie d'Hélène. Elle a été dans la même classe. Au rez-de-chaussée, il y avait des lavabos et puis il y avait la classe de Mademoiselle Briand. Nous étions là, toutes les deux. Oui. Quelle a été votre réaction dès que vous vous êtes quittés? Nous étions dans la cour. J'ai vu la maman d'Hélène à la porte là. Elle a appelé Hélène et derrière, il y avait des messieurs. Je ne me souviens pas comment ils étaient habillés ni rien. Il y avait des messieurs. Et la maman d'Hélène l'a appelée. Hélène jouait avec moi. Elle est partie et je ne l'ai jamais plus revue, jamais. J'étais très réticente. Je voulais que tous ces souvenirs soient enfouis à tout jamais, parce qu'ils correspondaient à des périodes très dures de ma vie aussi. Donc, je m'étais promis de ne plus jamais en parler. J'ai hésité quand madame a téléphoné, et puis je me suis dit quand même, pour la mémoire d'Hélène, il faut répondre. Voilà. Alors, René Dray passe petit à petit dans tous les établissements qui sont concernés d'abord par la création du spectacle et ensuite les établissements qui sont inscrits pour venir voir l'opéra. Il s'agissait de construire un projet qui vise
le jeune public. Alors jeune public, mais pas trop jeune quand même, vu le sujet abordé et vu le style aussi, et le langage musical de l'ouvrage, qui est un langage savant. On a pris connaissance donc de la jauge aussi de la salle de l'auditorium du Camp des Milles, qui est à peu près de 280, ce qui fait qu'en 4 représentations, on pouvait viser à peu près plus de 1000 lycéens, ce qui sera le cas. Donc les jeunes, leurs enseignants, très impliqués, qui auront travaillé en amont, et surtout ces jeunes-là, dans la même journée, auront visité le Camp des Milles, auront bénéficié de cette médiation. Le Camp des Milles, c'est vraiment des professionnels de la médiation contre les discriminations. Le Camp des Milles est aujourd'hui le seul camp français d'internement et de déportation encore intact et l'un des 2 seuls en Europe. C'est-à-dire que pédagogiquement, il présente l'énorme avantage d'être l'un des rares lieux intacts où l'engrenage qui a mené à l'extraordinaire de la Shoah s'est amorcé dans l'ordinaire de la vie, avec les cigales d'un côté, les boulistes de l'autre, etc. Donc on voit comment l'enfer d'Auschwitz, qu'on ne comprend pas quand on est à Auschwitz, comment il a pu s'enclencher dans une vie quotidienne avec des hommes ordinaires, etc., etc. Le deuxième élément majeur, c'est que c'est un lieu dont toute l'histoire s'est déroulée avant l'occupation allemande de la zone sud, donc de cette région, y compris la déportation des enfants. Et c'est important pour que l'on n'ait pas simplement l'image que seuls les méchants nazis ou les méchants allemands ont pu faire du mal et être des bourreaux. Non, tous les peuples, y compris le nôtre hélas, ont été et sont capables du pire, de même qu'ils peuvent être capables du meilleur. Et là, c'est un autre élément, il y a eu aussi au Camp des Milles des résistances de toutes sortes, aussi bien par l'art, par la culture, mais aussi par des justes des nations qui ont sauvé des personnes, ce qui nous paraît tout à fait essentiel. Alors pour la décoration du décor, on a fait appel à 2 foyers handicapés, la maison du Parc aux Cyprès à Villelaure et la maison Louis Philibert du Puy Saint-Tréparade. Pourquoi 2 établissements? Simplement, il y avait un gros travail à fournir, peut-être un peu fastidieux, parce que peindre des briques, 60 mètres carrés de briques, c'est un peu compliqué, mais tout se passe bien et il n'y a pas de souci. C'est une valorisation du travail et des capacités des résidents qui sont du coup là mis à contribution pour faire un décor important qui va être mis en scène sur une grande scène avec du public, etc. Donc c'est un aboutissement en fait pour eux et c'est une reconnaissance, je pense, de leur savoir-faire. L'atelier, ça me plaît. Faire une peinture pour vous et pour les autres. Je partage. On partage la chose ensemble pour faire de la peinture. Ce qui est important aujourd'hui, et on le ressent très fort à travers le témoignage de quelques-uns, c'est cette idée de partage, cette idée d'être ensemble, de fédérer autour d'un même projet. Du coup, tous les jeudis, présents à l'heure, avant moi même. Ça parle des gens qui sont enfermés. C'est un sujet qui est quand même assez délicat, puisqu'on parle d'enfermement. Donc l'idée de travailler sur des murs, il y a quand même un peu un rapport avec ce qu'ils vivent, puisque c'est quand même des résidents qui sont amenés à avoir une relation à l'extérieur assez limitée du coup, puisqu'ils sont dans un foyer de vie. Voilà, en tout cas c'est fait dans une bonne ambiance et une bonne humeur. Voilà, appuyez-vous à la chaise. Impeccable.
L'atelier de bois de Villelaure a pris en charge aussi la construction du trône de l'empereur. Donc là, on est parti d'éléments de récupération. Il y a une des intervenantes qui a mis à notre disposition un vieux fauteuil qui a été recustomisé par les animateurs et par les jeunes du foyer de Villelaure. J'ai aimé travailler avec ça, à ici, sur un machin. J'ai beaucoup des odeurs de bois. On appuie très très fort et tu appuies. Ouf. Allez, ouais, super. Hop là. Parfait. Yes. Avec Alexis et Maxence et mes copains, on travaille dur, donc c'est déjà assez... voilà, on est très fiers de nous. La collaboration alors, avec Bernard Grimonet, le metteur en scène, devrais-je dire l'artiste, se passe très bien. C'est quelqu'un à la fois très ouvert et créatif qui nous a laissé à peu près carte blanche sur l'aspect créatif des choses, en tout cas du moins pour ce qui concerne le trône, ce qui nous a permis de solliciter la créativité des résidents. Ça a été très très sympa. On s'en sort plutôt bien. Non, on s'en sort pas mal, oui. On s'en sort pas mal. Alors c'était un gros projet que Bernard nous avait avancé avec la réalisation de tous les décors. Et au final, on en est très content, très fier du travail qu'on est en train de mener avec les résidents et de voir à quel point ils ont été si bien investis, assidus et contents de travailler avec nous. Oui. On attend le résultat avec impatience. Oui. C'est bon, t'as ça Stéphane? Allez hop, on y va. Est-ce que ça va l'empereur? Est-ce que c'est confortable? Bonjour. Bonjour, monsieur Grimonet. Monsieur Ayala, bonjour. Bienvenue. Madame Boriello, bonjour. On a fait appel au lycée La Calade, qui est un lycée des quartiers nord de Marseille, dans la section de bac professionnel. Et il y a eu une rencontre avec le lycée qui a été instantanée. Ils ont tout de suite eu envie de faire partie de l'aventure. Et il y a des jeunes, puisqu'on leur a laissé le choix, de s'investir sur ce projet. Donc il y en a 4 finalement qui ont choisi de fabriquer des costumes. L'empereur. Alors l'empereur. Ah, il commence à avoir de l'allure. Alors moi j'avais le rôle de l'empereur. Donc du coup en fait, le metteur en scène m'a demandé de représenter Hitler mais sans le représenter vraiment avec les vêtements stricts. Moi je lui ai mis une jupe pour justement casser l'image. En fait je lui ai fait plus le style gréco-romain. La mort. La mort. Moi je leur ai donné juste au départ une note d'intention et puis après je les ai un peu laissés libres de faire ce qu'elles imaginaient. Ça me semblait important aussi qu'elles soient libres dans leur choix parce qu'en plus ce spectacle c'est une épreuve du baccalauréat pour elles. On a vu en même temps ensemble savoir s'il y avait des éléments qu'on pouvait rajouter ou même enlever sur le costume. On a vu des petits rajouts, des petits raccords. Harlequin. Voilà, Harlequin. Alors, j'avais pensé à une idée, si vous êtes d'accord, que je voudrais bien le patiner un peu, et que ça, au lieu que ça soit de la bourre, ça soit de la peinture colorée. Oui, tout à fait. Et je pourrais aussi faire pareil sur le chapeau, c'est-à-dire Voilà. que je pourrais faire des éclaboussures de peinture. Et ben tout de suite déjà, quand on rajoute de la couleur, le costume il prend vie. Et j'aime bien l'idée là au niveau du bas du costume, le moucheti, oui, c'est intéressant. Ouais. Nous avons adapté le costume, nous faisons même un dossier là-dessus qu'on va présenter lors de l'examen. C'est validé pour Ouais. Clémence? Pour moi c'est bon. D'accord. Merci Clémence. Je vous en prie. C'est elles qui ont aussi en charge l'habillage des chanteurs pendant la représentation. Il y a notamment ce qu'on appelle des précipités, c'est-à-dire des changements de décor rapides. Et cette partie-là de leur travail est aussi évaluée et va compter également pour leur baccalauréat. Donc c'est aussi important pour elles. Et ça se passe dans une ambiance vraiment merveilleuse. On a habillé une nacelle, on a fait un habit pour les piétements, pour les traverses, et on a fait des marches pour pouvoir y accéder. La nacelle va servir pour des artistes, justement, qui vont pouvoir jouer dessus, etc. Alors en fait, il s'agit d'élèves qui sont en première bac technicien menuisier agenceur. Le but de leur apprentissage, c'est de créer, de fabriquer de l'agencement de mobilier pour l'habitat ou les commerces. Ça peut être des cuisines, des dressings ou du mobilier tout simple.
Le projet qui est mené avec eux cette année sur l'opéra de l'Empereur d'Atlantis a pour but de rendre la démarche d'une part intéressante parce qu'il est important qu'ils apprennent la cohésion au sein d'une équipe et ça leur permet de découvrir d'autres métiers que le leur qui est fourni à la base ici et qui puissent se projeter dans l'avenir vers éventuellement un métier dans le milieu du spectacle. Franchement, tout le monde s'y met. On est plus motivé à faire du travail groupé, etc., à se s'entraide et tout. Franchement, oui. Ça avance assez rapidement, honnêtement, assez rapidement. À ma grande surprise, au départ, j'étais un peu sur la réserve parce qu'il est clair que intéresser des jeunes à un milieu qui n'est pas le leur, à savoir l'opéra, le monde du spectacle, c'est pas toujours évident de dire ça va être bon dès le premier coup. Mais il se trouve que cette classe a tout de suite adhéré. Ils ont mis beaucoup moins de temps que ce que j'avais prévu, ce qui prouve clairement qu'ils ont porté un intérêt à cette fabrication. Et quand on voit le résultat, on peut être que fier de leur travail et dire que là, vraiment, ils ont trouvé quelque chose qui les a intéressés. Allô, allô. Dans ce dispositif Orchestre à l'école, on a près d'une centaine d'enfants qui viennent de Saint-Maximin, Collège Légarus, de Pertuis, Collège Marcel Pagnol et École Marcilly, qui sont des jeunes qui apprennent l'instrument en classe et qui ont été là chapeautés par l'harmonie Durance-Luberon, c'est-à-dire des adultes amateurs. Donc on avait un mélange de générations autour d'une partition, autour d'un projet, qui était la chanson à Hélène Mendel. Et c'est donc un grand moment de musique qui a du sens, vraiment un sens fort. On va procéder à l'enregistrement qui sera diffusé donc en introduction de l'opéra L'Empereur d'Atlantis. Stop, là c'est pas la bonne. Il suffit juste de penser à jouer la même chose avec son voisin, d'accord? Si vous pensez bien à ça et que tout le pupitre de troisième voix, vous devez faire un seul instrument. Toutes les basses, vous devez faire un seul instrument. Si chacun pense à ça déjà, ça peut aller. Si d'un coup on voit qu'effectivement ça ne marche pas avec son copain, là, hop, on fait quelque chose, ok? Donc depuis 2 ans, je suis dans le projet L'Orchestre à l'école. Les élèves avaient déjà fait une première année et quand je les ai pris, c'était au niveau son, ils avaient un son intéressant. Et puis au fur et à mesure des 2 années, surtout cette année, le travail d'Hugo a permis de faire un son superbe au niveau de cet orchestre pour des enfants qui n'avaient jamais fait de musique. C'est super de voir ces gamins avec ces adultes et puis disons que j'espère que dans tous ces gamins qui sont là en train de souffler dans leur instrument, il y aura quand même des musiciens qui pourront se reconnaître plus tard en tant qu'adultes. Bravo. Jean-Michel, qu'est-ce que ça dit là? C'est bien, franchement. Le fait de se retrouver pour cet enregistrement avec 100 musiciens, des adultes, des professionnels, là, ils se sont sentis vraiment importants et le travail il avait été fait, voilà, pas pour rien, quoi. Donc là, ça a été vraiment super pour eux et évidemment qu'il y a beaucoup de gamins qui se sont ouverts et ça a fait énormément de bien. Cet opéra va être joué au Mille. Vous allez le voir donc le 26 avril et puis vous allez visiter le camp des Milles. Voilà pourquoi je suis là
pour vous mettre un peu, pour vous sensibiliser à ce que vous allez découvrir. Victor Ullmann est déporté. Au moment d'être déporté, il confie le manuscrit de son opéra à un ami en lui disant « Écoute, si jamais tu en réchappes, essaye de transmettre cet opéra. » Il y a à peu près 140 000 personnes qui passent par Térésine. Sur ces 140 000 personnes, moins de 4 000 survécurent. C'était très intéressant parce qu'elle nous a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas. C'était très complet. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'elle parlait bien et elle avait un charisme. C'est bien parce que ça va peut-être pouvoir nous permettre d'en parler avec ceux qui ont vécu ça. Donc ça peut être nos grands-parents, nos grands-oncles et nos grandes-tantes. Et ça peut plus nous sensibiliser, nous les futures générations. Connaissant Renée depuis de nombreuses années, puisqu'elle a été mon professeur d'histoire, j'ai retrouvé la passion avec laquelle elle anime ses cours et son engagement auprès des élèves. Donc j'étais certaine, en sachant que c'était elle qui allait venir, que ça intéresserait obligatoirement les élèves par sa manière, son approche des faits historiques, qu'elle sait rendre passionnant dans le sens où, sans faire obligatoirement un lien avec l'actualité, elle instaure une passerelle entre les événements passés pour expliquer aux élèves, qui sont des adultes en devenir, dans quel monde ils vivent et quels sont les risques également qu'on peut encourir dans cette société dans laquelle ils évoluent. Je pense qu'après l'intervention de Madame Bensoussan, les élèves sont très bien préparés pour accepter de passer une journée qui sera sûrement difficile, mais qui sera également très riche. Pour 2 points, déjà il y a la visite en elle-même du camp, mais également assister à une représentation dans laquelle justement on a une collaboration entre divers acteurs de la société. Il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des collégiens, il y a également des personnes autistes, des personnes handicapées, des personnes qui sont des personnes âgées. Finalement, on aura sur scène la représentation que tout ce que le fascisme voulait éradiquer. Et je trouve que c'est ça qui va ressortir le plus dans le lien qu'on peut avoir entre la visite de Madame Bensoussan ici, qui les a sensibilisés, et la réalisation du spectacle, qui paraît très prometteur. Au cours de mes pérégrinations dans ces établissements, j'ai été surprise, agréablement surprise, de l'écoute de ces élèves. Je n'ai eu à aucun moment l'impression que c'était superflu. Allez, alors c'est celui-là le tien? Je crois, oui. On est en train d'ajuster les costumes pour les figurants. Ce sont des figurants qui viennent donc de l'établissement Louis Philibert, au Puy Saint-Préparade. On va essayer il faut qu'on trouve une chaîne, mais pas le pendentif. Donc ce sont des costumes militaires, mais un peu revus et corrigés. C'est des costumes qui seront un peu fantaisistes. Il y a un mélange un petit peu de tout. Donc on va voir, on est en train de les construire au fur et à mesure, avec des éléments de récupération. Et là, on est en train de fignoler, de voir ce qui manque, les accessoires et tout. Vous êtes beaux comme des papes. Oui. Merci. Puis à la prochaine alors. Hein. À la prochaine. L'association La Bourguette comporte plusieurs institutions et nous, l'IME La Bourguette, on accueille des enfants autistes et qui donc, sont en internat ici de semaine, auxquels on propose des activités d'externat. Tu prends le maître dans cette main, tu le prends là et tu l'accroches là. Est-ce qu'on a 60 cm? Ce travail nous permet de sortir un peu à l'extérieur aussi de l'institution et de faire des partages de compétences avec d'autres institutions et puis d'autres établissements qui font partie de la Bourguette. Dans ce cadre-là, les jeunes qu'on accompagne ont pu participer au flocage, à la découpe du bois, à la fabrication des drapeaux, des décors. On a des regroupements aussi qui sont un peu plus ludiques pour manger ensemble, essayer de faire un groupe de travail et de participer au plus près possible de la commande avec des impératifs. Ce qui change pour nous à la Bourguette du quotidien parce qu'on n'est pas sur des valeurs sommatives de travail
Et donc la liberté est aux jeunes de participer en fonction de leurs compétences. L'idée c'est quand même d'apprendre des gestes professionnels tout en gardant des notions de sécurité par rapport aux machines qui sont utilisées au quotidien. Ça fait plaisir. C'est ça. Oui. Les enfants donc, de l'IME autistes ont quand même une grande sensibilité à la musique. Aller à l'opéra, à l'extérieur, en milieu ordinaire et participer à un monde d'écoute musicale. Les enfants de l'IME sont très sensibles à ça. Donc pour nous aussi, cette participation-là, elle avait cet intérêt-là derrière. On essaiera de se rappeler, de voir et de concrétiser, ça sera la fin du travail, et de concrétiser tout ce qui a été réalisé au cours de cette belle expérience en fait, qui nous a permis de se rencontrer une nouvelle fois différemment. Tu es le porte-drapeau, tu es l'empereur de l'Atlantis. Sors un peu ta tête quand on te voit, l'empereur de l'Atlantis. Voilà. Voilà, c'est joli, ça tourne, effectivement. Non, il va faire une voix. Encore, regardez-moi. Une voix. Au départ, c'était un projet avec 2 classes de l'école de Marcilly de Pertuis. Le projet choisi par les maîtresses, c'était un travail sur la guerre. Et donc, du coup, on s'est inscrit dans ce projet-là, puisque ça touchait à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, suite à l'écriture de la chanson par Alexandrine Ruez et le choix du poème de Robert Desnos, donc Une voix, on a commencé à travailler avec ce texte-là et sur ce projet-là. Concernant l'empereur d'Atlantis, j'étais chargée d'écrire une chanson pour des enfants de l'école Marcilly, école qui a vu passer les élèves Mendel, les enfants Mendel. Et j'ai choisi un texte de Robert Desnos parce que c'est un texte que j'ai découvert il y a quelques années en travaillant sur la musique dans les camps de concentration, justement. Et je me suis souvenue de ce texte qui parlait de la voix. Robert Desnos a écrit cette chanson alors qu'il était fait prisonnier. C'était un résistant, donc le choix de la chanson s'est fait par rapport à cette symbolique-là, en fait, de la voix. Ça parle de tombeau, mais en fait, c'est une histoire au contraire, de résistance et d'envie de joie et de liberté. Ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas. Oui ? Ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Nous enregistrons ce matin la chanson, donc travaillé pendant 6 semaines pendant les répétitions au conservatoire. Et à l'issue de cet enregistrement, plus tard, nous ferons une représentation où il y aura les 4 classes réunies, les musiciens en direct qui vont jouer donc au violoncelle, à la clarinette et moi-même au piano. Et ensuite, les orchestres à l'école qui feront aussi une représentation de leurs morceaux appris devant des scolaires. Bien qu'elle semble sortir d'un tombeau, elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie, elle allume aux lèvres le sourire. Ne l'entendez-vous pas? C'est bon. Vous pouvez vous détendre, on a fini. On est en train de faire les tests de montage du décor qui vont entourer la scène de l'opéra. Donc ça, c'est le décor que vous avez créé là. L'idée, c'est qu'on va assembler les panneaux. Et là, on est en train de faire le test de voir s'ils tiennent bien ensemble. Ensuite, ils seront montés sur scène par le régisseur et les professionnels pour faire l'habillage du décor de l'opéra. Voilà. Voilà, alors là il doit tenir debout normalement. Voilà.
On est trop fiers. Franchement, on assure comme des bêtes. Après, vous viendrez voir le résultat au camp des Mille. Cette rencontre de cet après-midi est un petit peu spéciale puisque c'est un hommage à deux enfants, Edgar et Hélène Mendel, qui étaient donc scolarisés à Pertuis et qui ont souffert de la déportation et donc aussi de l'extermination dans les camps lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je vais vous laisser écouter les jeunes et les moins jeunes. Ils ont enregistré cette chanson, ils vont vous en donner la primeur. Pertuis est une ville qui aime la musique, qui veut que la musique appartienne à chacun, et c'est pour cela que nous sommes fiers d'avoir ces deux classes orchestres. C'est émouvant pour moi aujourd'hui d'entendre cette introduction instrumentale jouée par les orchestres à l'école et puis cette chanson chantée par les enfants, cette chanson que j'ai écrite pour eux. Il y avait un mélange à la fois d'enfants et de personnes d'un certain âge. Il y avait une ambiance extraordinaire avec un rendu très, très professionnel. Donc moi après j'ai utilisé cette bande sonore pour pouvoir faire un petit film qui sera diffusé sur le spectacle. Malheureusement, on ne pouvait pas les mettre tous sur scène, donc on a choisi le biais de ce film pour pouvoir quand même présenter leur travail. Pourquoi je fais ce métier-là? C'est pour ce genre de situation-là où on reçoit autant d'énergie, c'est merveilleux. Voilà. Une grande partie de plaisir, ouais. Une très très grande partie de plaisir. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on recommence. Ce qui était intéressant, c'était de mettre en présence tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait à la fois les participants, les handicapés qui sont venus aussi avec nous, qui ont pu assister au petit concert et qui ont aussi partagé le repas de midi. Et donc c'est cet échange qui était intéressant, c'était une des finalités du projet. Hélène va fréquenter l'école où vous êtes vous-même à partir de 1942. C'est une petite fille qui est très intelligente. C'est une petite fille discrète jusqu'au jour, mois de mai 1944,
où il voit arriver la Gestapo. Il force la maman à les conduire à l'école et là, la maman arrive au moment de la récréation. Elle appelle sa fille, donc sa fille la rejoint et ils disparaissent. Ils arrivent à Drancy et de Drancy, ils partiront, le père et la mère et les enfants, dans 2 convois différents pour Auschwitz, où ils seront assassinés, comme beaucoup de déportés. J'étais très émue quand je parlais et j'ai parlé sans note absolument. Et donc j'ai parlé avec mon cœur. Renée s'est adressée à eux avec ce qu'elle apporte de force, de puissance, d'autorité et d'émotion surtout. Cette production a un sens tout particulier. Elle est un instrument de mémoire. Mémoire d'Edgar et Hélène Mendel, bien sûr, mais au-delà, mémoire de toutes ces atrocités que Victor Ullmann a voulu combattre à travers son œuvre, composée en camp de concentration à Térésine, un camp semblable en bien des points à celui des 1000 à quelques kilomètres de Pertuis. De la rencontre entre un hommage aux enfants Mendel et la mise en œuvre de l'opéra est née une synergie fantastique entre acteurs institutionnels, artistes, enseignants, enfants et bien d'autres. Je voyais le nom de ces 2 enfants, 3 ans, 8 ans, qu'ils soient juifs, noirs, rouges, peu importe, 2 enfants de 3 ans et 8 ans qu'on envoie à la mort de façon organisée, de façon systématique, presque scientifique. Je trouvais ça complètement inhumain. Et donc on a pu accompagner une partie des enfants jusqu'à la plaque et ils ont pu voir le nom des enfants Mendel. Et je pense que c'est un des moments forts de toute cette histoire. Aujourd'hui, on décharge le décor, voilà, et on vient d'arriver à la fondation du camp des 1000 pour le montage de l'empereur Atlantis. Donc on décharge le décor, on prépare les lumières, etc., etc. C'est parti. C'est un groupe de détenus du Centre pour peine aménagée d'Aix-Luynes. Donc c'est des détenus qui sont en fin de peine et qu'on essaye d'accompagner vers la sortie. Quand on a reçu la proposition de M. Grémonnet de pouvoir inclure ces détenus au montage et au démontage du décor, on a trouvé que c'était une très bonne chose pour eux parce que c'était assez valorisant, qu'ils étaient assez volontaires justement. C'est l'occasion pour eux de découvrir des choses qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de découvrir tout en y participant. Donc après ça sera comme de grands enfants, quoi. Ils vont être là-dedans et ils seront tout fiers de ce qu'ils ont fait, des petits décors qu'ils ont montés. Et là tu peux tirer, vas-y. On a monté les murs. On va transformer cette salle comme si c'était le camp des 1000 pour que ça reflète les années 1944-1945. On est venu participer à ce projet pour un devoir de mémoire. Pour ceux qui nous suivent aussi, voir ce qu'on fait et qu'aux années prochaines, ils continuent à transmettre le message pour que des choses comme ça ne se reproduisent jamais. Le camp des 1000, alors, quand on arrive, c'est assez impressionnant. D'abord, il faut savoir que c'est une ancienne briqueterie. Donc déjà, il y a de la brique de partout, il y a une espèce de grands murs rouges. On est tout de suite pris dans un sentiment d'enfermement. Vraiment, c'est impressionnant. Et je comprends effectivement, quand les gens sont arrivés là, ils ont dû être assez mal à l'aise.
Pour moi, en tant que metteur en scène, je joue un petit peu sur du velours là, puisque je profite de cette force, de cette puissance du lieu pour déjà mettre en condition les spectateurs. Donc le décor a été conçu un peu comme une extension du camp, c'est-à-dire qu'on reprend des éléments graphiques qu'on retrouve dans le camp, des grosses poutres, des briques, pour retrouver un peu, garder le même univers. C'est l'empereur qui se promène. Voilà, c'est bien, vous suivez. Les 4 figurants qui sont dans le spectacle sont dans un établissement social d'aide par le travail qui se trouve au Puy-Sainte-Tréparade, donc dans le pays d'Aix. Et donc c'est la première fois qu'ils font de la figuration pour un spectacle de cette ampleur. Il y a toute une expérience enrichissante avec un milieu normalisé entre guillemets pour eux. Et c'est une expérience formidable aussi de socialisation. Et le fait d'avoir eu cette idée au niveau du Conservatoire de Pertuis, on trouve ça assez formidable et on est vraiment partie prenante au niveau de notre établissement. On n'a jamais fait ça et en fait c'est la première fois qu'on fait une représentation pareille. Quelque part, on ne se rend pas trop compte pour l'instant. Après, on se rendra plus compte quand il y aura tout le public et tout ça. On le refera encore 1 ou 2 fois pour bien le... Et puis on le refera tout à l'heure avec les artistes. Hein. Bon, vous faites une petite pause. Hein. Moi, je vais m'occuper des pitchounes là maintenant. J'ai choisi de centrer la mise en scène sur un enfant qui va en fait rêver l'opéra. Alors il va se promener au milieu des personnages, il va faire un petit peu des bêtises, il va intervenir. Pour lui c'est un jeu. Vous venez derrière l'empereur. Et on le mime. Et vous le mimez. Voilà. Et vous le mimez en vous moquant de lui. Hein. Ouais, voilà, ouais. Deuxième raison pour laquelle j'ai choisi de centrer sur l'enfant, c'est qu'on s'adresse à un public de jeunes, un public scolaire. Donc il fallait qu'il y ait une possibilité d'identification pour les jeunes, pour qu'ils puissent se reconnaître dans ce personnage. Vous revenez, tiens, il y a le tank, attention, on va l'attaquer. Vous mettez là Oui, on fait que ça. Voilà, et puis là vous lâchez la bombe et puis vous repartez. Le rôle de l'enfant, qui est joué par nous, c'est en fait un petit enfant qui s'est retrouvé dans le camp pour longtemps. Il s'assoit et en fait, il doit éplucher des patates. Puis après, il s'allonge et il s'endort. Et là, tout l'opéra, c'est genre le rêve de cet enfant. Ouais, voilà. Oh, c'est le moment de se coucher, là. Il y a des enfants qui étaient pris dans des camps et qui étaient tués dans des chambres à gaz. Et ça me fait plaisir de leur rendre hommage. Ouais. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de faire un filage maintenant avec tous les figurants pour les intégrer dans la production. D'accord. Ça va? Allez, c'est parti. Suis-je devenu fou? Est-ce qu'on m'arrache à la mort? Qui aura l'avenir encore peur de moi? Moi, j'ai eu la chance, si on peut dire, quand j'étais lycéen, de voir des rescapés d'Auschwitz, des femmes très courageuses qui m'ont raconté vraiment devant moi la réalité de ce qu'elles ont vécu. Et ça m'a marqué complètement à tout jamais, parce que les mots d'un survivant, le tatouage sur le bras, des descriptions absolument infernales, je pense que le devoir de mémoire est très important. Et savoir qu'une œuvre est sortie d'un camp et a pu être jouée des dizaines d'années après, je trouve ça assez incroyable. Donc je suis ravi de faire partie de ce projet-là. Participer à ce projet, c'est un acte de résistance. Je suis très émue de ces répétitions-là qui vont commencer au camp des Milles. J'attends ça avec émotion. On se demande encore aujourd'hui comment quelque chose comme ça a pu arriver il y a 80 ans. C'est un malheur qui ne doit plus jamais se reproduire et je pense que c'est un devoir pour tout le monde, pour tous les chanteurs, pour tous les acteurs de devoir raconter ça aux générations futures. Donc ça va être le cas ici au camp des Milles.
fur et à mesure des répétitions, les choses s'éclaircissent et le sens profond de la musique donc s'installe. On est tous dans les 13 musiciens très importants parce qu'on a chacun nos petits moments de solo, mais ce qui est vraiment le plus difficile évidemment c'est de trouver un équilibre et de trouver sa place tout en se repérant sur la partition. Voilà. On commence vraiment à se comprendre entre nous, les membres de l'orchestre, les chanteurs, les acteurs aussi, les figurants. C'est vraiment un gros travail à faire parce que c'est une œuvre quand même complexe avec beaucoup de petits micro-moments qui sont quand même importants. Donc il faut que ça soit fait au bon moment avec la bonne sensibilité. Mais tout le monde s'y met vraiment à fond. Donc ça fait qu'on avance vraiment à grands pas. C'est impressionnant de voir tout le monde qu'il y a autour de ce projet et toutes les énergies que ça sollicite et surtout autour d'un tel sujet, quoi, voilà. Donc c'est ça qui est, je trouve, qui est très, très gratifiant pour nous finalement de faire force tous ensemble. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, on a l'armée française qui va venir ici pour réquisitionner ce site et en faire un camp où on va enfermer des gens. Donc c'était un camp d'internement, ensuite internement et transit, et après effectivement c'était un camp de déportation. Donc ils étaient enfermés ici, après ils étaient déportés vers les camps d'extermination effectivement. Ici, justement, qu'en 2000, il y a un conseil de 40 scientifiques, philosophes, anthropologues, historiens notamment, qui se sont réunis et qui ont justement étudié ces événements génocidaires, qui ont voulu les comparer, pas pour savoir s'il y en a un qui est plus horrible qu'un autre, évidemment que non, mais pour voir si on ne peut pas retrouver des mécanismes communs à chacun, des étapes communes qui amèneraient au pire au génocide. Justement, on va aller voir les conclusions de ce conseil scientifique dans la dernière partie de la visite, la partie réflexive. Ce que nous proposons aux jeunes et aux moins jeunes, en plus de la visite du lieu, qui présente comme beaucoup de mémoriaux, les lieux lui-même, l'histoire, etc., nous proposons un volet dit réflexif, un volet d'éducation citoyenne dans la muséographie, qui décortique ces mécanismes à partir de l'histoire et qui se termine par ailleurs par un mur des actes justes qui montre que chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il ne faut plus rien laisser passer. L'engrenage est trop avancé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser les copains s'insulter sur le terrain raciste parce qu'on est sur un potentiel explosif que l'histoire a démontré. Ça veut dire qu'on ne doit plus laisser sur Internet, sans réagir, des amis, des copains, vous transmettre des soi-disant blagues ou pire. Voilà, si vous voulez, ce que des jeunes doivent ressentir en quittant ce lieu. Yes, we can. On peut résister avant qu'il ne soit trop tard. Ça nous permet vraiment de comprendre les mécanismes et de savoir vraiment comment est-ce qu'on en est arrivé là pour plus reproduire les mêmes erreurs ou alors le stopper dès le début. C'est comme si on revenait dans le passé et qu'on assistait à tout une seconde fois. Voilà. Du coup, bien sûr, ça change. On comprend mieux aussi plus vite, je pense. Voilà. Oui, c'est à la croisée des trois départements. Le Var aussi. Content de commencer. Après toutes ces journées de boulot, ça fait bien plaisir d'arriver au but ultime, c'est-à-dire le faire en conditions réelles, avec du public. Et franchement, avec l'orchestre complet et tout, ça va être sympa. Ça va bien sonner. Je vais mettre le chapeau. Hop là. Et comme ça, je suis au complet. On commence dans 10 minutes. Oui. Ça va ? Tout s'est bien passé, on est chacune en fait sur certaines personnes. Après on s'aide bien sûr entre nous quand tu en as besoin. Tous les comédiens sont prêts et puis on attend le top départ et puis on va en scène. Enfin derrière la scène.
Non, je suis pas assez méchant. Attendre derrière, dans les coulisses, avant notre entrée, avec les figurants qui viennent du centre d'apprentissage par le travail, avec ces jeunes filles qui ont créé les costumes du lycée La Calade, tous ensemble, avant de rentrer sur scène, on sent vraiment l'énergie et l'envie de bien faire. Et ça, ce partage de la musique, ce partage du spectacle, c'est quelque chose qui est formidable. Bon, on est prêt. Bonjour à tous, bienvenue au site mémorial du camp des Mines. J'espère que vous avez tous pu apprécier votre visite. Dans la régie, je suis avec Bruno Galland, qui est le régisseur général, qui est au pupitre de lumière, et avec Simon, qui est un jeune stagiaire au son. Donc on pilote à trois finalement toute la technique du spectacle. Dépêchez-vous. Entrez. Déposez vos bagages ici. Le commandant veut un concert ce soir. Vous avez 2 heures pour le préparer. La mort et Arlequin attendent sur le bord de la vie. Une vie qui ne sait plus rire, une mort qui ne peut plus pleurer. Tu as à peine 300 ans, et moi, j'assiste à ce cirque depuis l'aube des temps. Maintenant, je suis vieux et n'ai plus l'aplomb. Devenu fou, est-ce qu'on m'arrache à la mort? Qui aura l'avenir encore peur de moi? Ainsi te voilà de retour. Les hommes ne peuvent point vivre sans toi. Je veux bien me réconcilier avec toi, si tu acceptes d'être le premier à mourir de cette nouvelle mort. Serre-moi la main. Le grand
Diane et Renate Brockman, Hélène Kuffer, Noémie Lowe, Roger Lenzicki, Bertha Lefebvre, Helmut Lévy, Raphaël Pierre. L'avantage d'être derrière en régie, c'est que moi j'ai déjà un premier retour des spectateurs et j'étais assez étonné de voir qu'il y avait des spectateurs qui pleuraient à la fin de la représentation. Donc moi aussi j'étais très très ému. Donc c'est bien la preuve que d'habitude les spectacles scolaires sont quelquefois turbulents. Là il y avait une concentration, une attention qui était extraordinaire. On a tout ça en tête maintenant, on a vécu ça. Devant tous ces collégiens qui ont très bien écouté, une qualité d'écoute pour des jeunes, pour de la musique non sonorisée, pour de la musique classique, des instruments qui ne sont pas électriques. Il y a eu des silences, il y a eu des moments très 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 forts. Ça a donné un spectacle assez fabuleux. J'ai été vraiment touchée jusqu'au fond des tripes. Je pense vraiment qu'on aura pu toucher 1000 jeunes et que sur les 1000 jeunes, on aura pu laisser des traces forcément parce que la médiation du camp des 1000 les touche et la musique forcément les touche. C'est pas possible autrement parce que nous, on était touchés sur scène, donc forcément, ils le sont aussi. Ça a été un succès, on peut le dire. Le public a été très attentif, a très bien reçu. Il faut dire aussi que la mise en scène de Bernard Rimonet a beaucoup aidé. Il a rajouté à la fin une scène qui est poignante où on voit les musiciens se lever et à l'appel des noms des enfants qui sont partis vers la mort. Quand on est tous montés symboliquement dans le train, les figurants qui étaient des handicapés, qui savaient tous très bien qu'à l'époque du nazisme, ils étaient les premiers à y passer. Les premiers. Et bien, à chaque fois, on se retrouvait dans le noir, ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient. Et on était là à tenir le coup, on avait envie de les garder contre nous et tout ça. En dehors de l'histoire, moi ce que j'ai trouvé très bien, c'est que les acteurs c'était aussi des personnes handicapées, donc qui étaient refoulées par le nazisme et par Hitler du coup, et que justement on les intègre maintenant à un opéra justement qui parodie Hitler. Je trouve ça vraiment très bien et vraiment c'est une belle leçon de vie. Clairement c'est bien parce qu'on s'investit dans le projet et au final on a pu voir que ça a donné une bonne impression. Franchement ça donne quelque chose de bien. La triste et brutale réalité de la guerre combinée avec le sentiment, le rêve de liberté et en tout cas dans le fond la triste réalité que la mort est inévitable. Je suis vraiment touché. Et je pense que tous les participants ont fait un travail exceptionnel, extraordinaire. Vraiment, la Bernard a apporté une pierre essentielle à l'édifice. Je leur remercie parce que c'était bien le but. C'est-à-dire le but, c'était de faire passer un message et de le faire passer aussi par l'émotion. On espère pérenniser un peu ce projet autour d'un thème qui finalement nous est très cher et qui regroupe un peu tout. C'est l'enfant
face à la barbarie. Malheureusement, c'est toujours un thème d'actualité et bon, c'est quelque chose qu'on va sans doute porter pendant plusieurs années.